Mes amis, bonjour et bienvenue sur votre espace Le Corner, espace dans lequel on parle, on mange, on boit et on respire foot. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans le but de prédire et de regarder ces huitièmes de finale. Je vais venir un petit peu analyser surtout les 16e de finale pour chaque équipe, voir ce qui a plutôt bien été, ce qui a un peu moins bien été. On va regarder tout ça ensemble en profondeur, match par match, confrontation par confrontation en huitième de finale. Donc, on va regarder tout ça. Le premier match, du coup, on a Brésil-Norvège. Donc, un gros match, hein. Un gros match. On a d'un côté ce Brésil d'Ancelotti rempli de talent, rempli de grands joueurs. N'oublions pas que le Brésil, c'est la nation la plus titrée de l'histoire de cette Coupe du Monde. N'oublions pas que le Brésil, c'est le football, c'est vraiment le pays du foot. Ils mangent foot, ils respirent foot, c'est leur quotidien. Et on a de l'autre côté une Norvège qui monte en force, remplie de talent également, remplie de gros joueurs, une armada offensive extraordinaire. Honnêtement, on a un immense choc. Pour moi, l'un des plus grands matchs de ces huitièmes. On a déjà la France et le Maroc qui sont qualifiés. À voir du coup sur ce prochain match qui se joue ce soir même, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Qui va passer? Qui va passer? Je suis vraiment 50-50. On va analyser tout ça pour voir, selon moi, qui va passer ou pas. Donc, on va commencer quand même par parler du Brésil. On a le Brésil qui a pas mal souffert. Honnêtement, ils se prennent un but, mais enfin, d'une facilité pour les Japonais. Ils étaient largement au-dessus. Très très fort les Japonais. Je voyais le Brésil sortir de base contre le Japon. Et en regardant le match jusqu'au 1-0, pour moi, ça faisait aucun doute. Le Japon allait dérouler. Ils allaient largement se qualifier. Ils allaient pour moi gagner 2-3-0. Et non. Et non, en fait, parce que le Brésil s'est mis à presser haut, à jouer très haut. Un travail de Vinicius qui était énorme. Et ce travail de pressing, on le retrouve là, ici, sur cette récupération de balles. Bruno Guimaraes qui se démarque, contrôle orienté. On a un Martinelli oublié, délaissé. Comment on peut lui laisser autant de place? Et par un magnifique geste, il reçoit ce ballon, il oriente, il frappe, poteau but. Suzuki ici qui ne peut rien faire. Honnêtement, il peut vraiment rien faire. Donc, on a quand même ce jeu brésilien qui est venu étouffer le Japon. Ça, on peut peut-être dire merci au grand tacticien Carlo Ancelotti. Parce que le Brésil, ils ont commencé à jouer haut, à presser haut. Un travail de Vini qui était extraordinaire. Les Japonais qui étaient bloqués. Ils essayaient, malgré tout. Ils voulaient jouer. C'est une équipe qui était joueuse. Ils voulaient sortir ce ballon depuis derrière. Ils en étaient incapables. Le Brésil qui a fait un travail gigantesque à ce niveau-là. Ils ont beaucoup pressé. Ils ont beaucoup attaqué. Ils ont beaucoup essayé. Ils ont beaucoup centré. Et il y a Casemiro qui aurait, selon moi, dû sortir en vue du match qu'il faisait. Il n'était pas très bon. Mais Ancelotti, en grand tacticien à ce niveau-là, au niveau de ses idées, au niveau de ses changements, il l'a pas sorti. C'est lui qui va les marquer. Et justement, on a aussi ce but de Martinelli. Martinelli rentré à la 66e minute, qui vient punir les Japonais. On a également l'entrée d'Hendrick, qui a fait un boulot défensif incroyable. Il a beaucoup pressé, beaucoup mis en difficulté la défense japonaise. Et ça, c'est quand même les changements qui montrent que Ancelotti connaît ce sport, qui connaît ses équipes, qui sait comment déjouer des, des peut-être des nœuds qui rencontre au cours de ces matchs. Et c'est un Brésil qui est malgré tout pas flamboyant. En vue de ce qu'ils ont sur le papier, on a un Vinicius qui est plus qu'en forme, qui est extraordinaire. Mais de l'autre côté, on a quand même une bonne Norvège. On a quand même une bonne Norvège avec un but de Nusa qui élimine son vis-à-vis, qui exécute à une vitesse incroyable son dribble et sa frappe. Une enroulée magnifique, inarrêtable. Son idole, c'est Neymar. Alors, on n'a peut-être pas encore vu Neymar Prime sur ce côté, ni un Neymar moyen, mais Nusa, c'est très fort. Nusa, c'est très fort. Mais j'ai quand même envie de dire quelque chose.
c'est que son but résulte d'un travail d'Odegaard extraordinaire. Odegaard, il a une capacité dans ses mouvements, il bouge énormément à se trouver de l'espace et à créer les espaces. Et je trouve que j'ai pas d'image là, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être intéressant de mettre ces images et de les analyser, mais le travail qu'Odegaard vient faire dans cette zone, on se retrouve seul pour la mettre ici sur le côté pour Nusa, qui vient nous mettre un but extraordinaire. Vrai que le capitaine norvégien fait un travail immense sur ce match. Et je pense qu'il va faire un travail immense contre le Brésil, qui va leur poser un immense souci. Et j'ai quand même envie de dire que l'armada offensive de la Norvège, elle est extraordinaire. Un Nusa que je trouve tout simplement magique. C'est le genre de joueur qu'on aime aller voir au stade. C'est le genre de joueur qui fait lever les foules. Plus tu ajoutes à cela un Erling Haaland qui, c'est vrai que j'aurais aussi pu mettre l'image sur son but, qui est là au bon moment, de la bonne manière, qui marque. Je sais pas, non, j'ai pas mis d'image. Qui marque un but facile, mais il est là toujours au moment juste, à l'endroit précis. Il a le flair. En termes de finisher, actuellement, c'est avec Kane pour moi les deux meilleurs joueurs au monde en finition pure. Plus tu ajoutes à cela un Surlot qui pèse aussi lourd sur les défenses, qui a un flair de grand buteur. Et tu ajoutes à ça Odegaard qui fait tout le jeu, qui fait tout le jeu norvégien. Honnêtement, c'est une belle Norvège. C'est vraiment, vraiment une belle Norvège. Qui va venir affronter un Brésil un peu faiblard sur les bords, je trouve. Qui a su renverser quand même le match face à un grand Japon. Vraiment une très très grosse équipe japonaise. Mais est-ce que le football brésilien sera suffisant face à cette équipe norvégienne? Équipe norvégienne un petit peu molle, un petit peu faible défensivement. Alors, ils ont très bien géré leur match face à la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens mettent un but, pardon, qui est franchement magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce but. Et honnêtement, qu'est-ce que tu veux faire face à une telle action? Tu ne peux que te prendre le but, honnêtement. Donc, c'est vrai que cette défense norvégienne, elle n'est pas parfaite. Attention aussi à des joueurs comme Vinicius, hein, qui est tellement fort, qui fait une grosse Coupe du Monde. On a vu son action solo une fois face au Japon. Il a dû se faire 5-6 joueurs pour finalement arriver quasiment au bout. S'il marque, c'est un but historique tout simplement. Et en plus de ça, avec son caractère un peu simulaire sur les bords, face à une défense quand même assez grande, des joueurs assez costauds, il va pas mal les embêter aussi à ce niveau-là, mais il va pas mal les embêter footballistiquement parlant aussi. Ça va être dur. Ça va être dur pour les Norvégiens. Mais en fin de compte, je les vois quand même passer. Sur un match tellement compliqué, tellement serré, tellement fermé. Honnêtement, je vois tellement un 50-50 que je vois soit la Norvège gagner d'un but, mais je les vois plutôt gagner en prolongation ou au penalty. Plutôt même au penalty. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que ça va être un match tellement serré. Et ça va être un match qui va nous offrir quand même un beau football, je pense. En tout cas, je l'espère. Mais je me réjouis de voir ce match. Et oui, en fin de compte, je vois quand même la Norvège passer, ouais. Donc, après là, on a un match, pour moi, pas mal déséquilibré sur le papier. Mexique-Angleterre. Donc, c'est pas le plus gros match pour moi. Mais c'est pas un match évident non plus pour les deux équipes. Donc, on a d'un côté une Angleterre qui sort d'un match face au Congo avec beaucoup de soucis défensifs. Le premier but, c'est vrai que l'image aussi aurait été intéressante à mettre. L'attaquant congolais complètement délaissé. Et je mets cette image-là. L'attaquant congolais aussi délaissé. Qui vient heurter le poteau. Pickford qui est complètement battu. De toute façon, il ne pouvait rien faire si le ballon était cadré. À moins que le ballon soit tiré sur lui. Mais là, il frôle le 2-0. Et je peux vous dire qu'avec
la solidité défensive des Congolais, jamais les Anglais remontaient ce match. Jamais ça finissait 2-2, voire 3-2, ou quoi que ce soit. Jamais, jamais, du grand jamais, les Anglais gagnaient s'ils n'étaient pas sauvés par ce poteau ici. Parce que oui, les Anglais, moi je les ai trouvés peut-être même un peu en dessous des Congolais, avec beaucoup d'espace laissé au milieu de terrain, beaucoup d'espace laissé en attaque pour les attaquants congolais dans leur défense anglaise. Ils étaient tout le temps quasiment en infériorité numérique au milieu de terrain. Franchement, si le Congo passe, le match il n'est pas volé. Il n'est pas volé, ils ont beaucoup défendu, ils ont bien défendu. Parce d'un côté, les Congolais se font sortir contre l'Angleterre. Parce que oui, Gordon met un bon ballon. Il n'est pas déposé, mais c'est un bon ballon. Mais regardez le travail de Kane qui est ici, collé à son défenseur. Il sort de son vis-à-vis. Il va attaquer ce ballon. Et tel un grand attaquant, tel le grand attaquant qu'il est, il va mettre ce ballon au bout des filets, au fond des filets, pardon. Le travail de Kane sur ce but, il est spectaculaire. Honnêtement, sans Kane ici, un autre attaquant anglais, il va pas la mettre. Il va pas chercher ce ballon comme ça et il va pas mettre ce but. Je pense que c'est passé Kane, vraiment, que l'Angleterre vient mettre le 1 partout ici. Et quelques minutes après, 4 joueurs, allez, 3 en tout cas, sur lui. Un geste de grand attaquant. Il sort de son vis-à-vis. Il la met au fond des filets, un peu excentré. Pas déséquilibré non plus, mais c'est vraiment pas facile déjà de cadrer le ballon comme ça. Tu sors de ton dribble, t'élimines tes joueurs, t'en as qui te serrent, qui te pressent dans le dos, tu cours, tu sors à peine de ta course, tu changes rapidement de direction, tu marques comme ça, c'est un but spectaculaire que très très peu d'attaquants dans le football actuel peuvent marquer. L'un des seuls, c'est Harry Kane. Il va le mettre, il va délivrer son équipe. Mais franchement, est-ce que cette Angleterre-là passe face au Congo sans Harry Kane? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Mais là, c'est vrai que d'un côté, je sors que le mauvais côté de cette Angleterre face au Congo. Il y avait quand même de bonnes choses, hein, attention. Mais on n'a pas eu la plus grande des Angleterres, en tout cas, lors de ce match. Tourelle qui était, pour moi, battu, tactiquement. C'est mon avis. Et puis, on a du coup en face le Mexique. Le Mexique qui ne s'est pas pris de but jusqu'à maintenant. Moi, je souligne leur belle attaque quand même. Quinones, Jiménez. Attention aussi à un Mora qui est très créatif derrière. La Jiménez qui fait une belle action. Si vous avez déjà pu la voir. Qui va mettre un grand but. Quinones aussi qui met un but extraordinaire lors de ce match. Deux buts de grands attaquants. Un petit peu comme Kane, hein. Je trouve ce Mexique pas flamboyant non plus. Je pensais qu'ils allaient sortir honnêtement contre l'Équateur. Je me suis dit, ouais, là, l'Équateur, c'est un petit peu plus solide que ce qu'ils ont pu affronter en phase de groupe. Mais non, cet Équateur-là, je les ai pas trouvés bons. Ils ont laissé beaucoup, beaucoup trop d'espace derrière. Beaucoup trop d'erreurs défensives. Ce qui a mené à une victoire du Mexique. Une victoire méritée, honnêtement. Ils n'ont toujours pas pris de but. Mais maintenant, j'ai quand même envie de voir si cette défense mexicaine, c'est le grand test pour eux, pour, euh, pour voir si ils sont si forts que ça, si c'est une équipe qui est si solide que ça, surtout défensivement, face à une équipe comme l'Angleterre. Là, on a le grand test, face à une attaque comme celle de l'Angleterre, face à un attaquant qui pèse autant qu'Harry Kane sur les défenses, qui se procure lui-même ses propres occasions. Hein, il n'a pas eu le choix, sinon l'Angleterre sortait. Est-ce que ce Mexique-là va réussir à sortir cette Angleterre? Alors qu'en fin de compte, ils ont montré des meilleures choses que les Anglais sur ces 16e de finale. Mais moi, je pense quand même que l'Angleterre va passer. Je pense sur le score de 2-1. C'est ce que je verrais bien, honnêtement. Ça va pas être facile pour les Anglais, mais
Je pense que ce Mexique qui joue à la maison, qui se fait une Coupe du Monde à domicile, quoi qu'il arrive, je sais pas s'ils jouent au Mexique, ce match de huitième. C'est pas du tout, mais quoi qu'il arrive, ils seront plus que soutenus. Il y a cette aura autour du fait que oui, on joue à la maison, c'est une Coupe du Monde à la maison, on doit bien faire, on veut bien faire, on veut faire plaisir à tout le monde. En plus, c'est une nation de foot, le Mexique. Mais moi, je vois quand même l'Angleterre qui est un peu passé à côté de son match face au Congo. C'était un peu le match piège pour eux, je pense. Et je les vois quand même meilleurs que les Mexicains. Honnêtement. Je les vois meilleurs que les Mexicains. Et je vois les Anglais passer. Sur un score de 2-0, 2-1. Peut-être le 2-1. Peut-être même que le Mexique ouvrira le score, viendra égaliser peut-être. Mais ouais, je vois peut-être sans prolongation une victoire 2-1 des Anglais. Ouais, je resterai là-dessus. Ensuite, là aussi, un match 50-50 pour moi. États-Unis-Belgique. Qu'est-ce que j'en pense de ce match? Alors, on a les États-Unis qui gagnent 2-0 face à la Bosnie. Mais pourquoi 2-0? Regardez cette densité défensive des Bosniaques. Regardez-moi ça. Regardez-moi le nombre de joueurs qu'il y avait derrière. Parce que les États-Unis ont pas mal de bons joueurs devant. T'as Wea, t'as Wea, Balogun, McKennie, Pulisic, Adams qui fait un travail toujours grandiose au milieu de terrain. Mais franchement, que c'est dur de marquer face à la Bosnie. Que c'est dur de marquer face à cette équipe bosniaque. Et justement, Balogun qui fait une Coupe du Monde extraordinaire sur un ballon un peu raté, un peu dévié, un faux rebond vers Moremovic. Balogun qui en profite, grand attaquant qu'il est, il la met au fond des filets. Il en profite. Et après, réduit à 10, tu marques sur coup franc. Donc oui, les États-Unis, ils ont eu beaucoup de peine. Ils marquent un but sur coup de pied arrêté, un but sur un rebond un peu bizarre. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé que la Bosnie a montré de belles choses durant ce match. Ils ont fait leur job, les Américains. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Honnêtement, ils font une Coupe du Monde pour l'instant plutôt bonne, quasi parfaite. Ils ont perdu contre les Turcs, petite faute de parcours. Les Turcs, peut-être qu'ils voulaient quand même repartir en tout cas avec 3 points pour l'honneur. Et après, par contre, après le rouge, t'as 8 joueurs sur les 9 joueurs de champ qui sont dans les 16 mètres. Après, ils savent que t'as un joueur comme Alay Begovic, désolé de la prononciation, qui est dangereux. T'as le neuvième joueur de champ qui est ici, très bas, très très reculé. Mais sinon, outre cette fin de match, outre le fait qu'ils aient pris le rouge, honnêtement, les Américains, je les ai vraiment trouvés très très forts. Très 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 forts pour l'instant. Pas flamboyant non plus, mais franchement, plus que bon. Après, attention, il te manque Balogun qui a pris rouge. Il te manque Balogun qui a pris rouge. T'as toujours tes apports offensifs. Hein. T'as Dest, Pulisic, t'as McKennie qui fait toujours un grand travail. Adams, Tillman qui peut marquer. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est cette absence de Balogun, quand même. Mais moi, j'ai envie quand même de parler du cas de la Belgique. Regardez-moi ça. Là, il rate le but. Mais un, 2, 3, 4 défenseurs complètement battus. Sachant que l'attaquant là, il semble que c'est Mané, est délaissé. Ici, il est délaissé. Ici, il est délaissé. Et 4 joueurs, 4 qui regardent l'action. Courtois battu ici. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les 4 joueurs ici font? Quelle était l'idée? Tu dois te prendre le but logiquement. Tu le prends pas. Mais quelques minutes après, tu le prends. Tu le prends. Même chose. 4 joueurs ici. Il est seul. Courtois battu. Le ballon va au fond des filets. Assez logiquement, on reprend toujours ici. Trois joueurs là qui laissent filer l'attaquant. Ils sont pas du tout alignés. Ils sont désorganisés. Regardez l'espace qu'il y a ici. Le joueur là qui allait être oublié. Ils font complètement attirer, complètement aspirer. Mais ils sont complètement brûlés par l'attaquant. Le ballon qui était déjà parti. Et voilà. Ballon au fond des filets. Sur cette même action. 2-0.
et le match aurait pu se terminer là. Simplement que les Sénégalais, ils ont pas mal défendu. Quand tu défends, tu subis. Et quand tu subis, tu risques de prendre un but. Et par contre, moi j'ai envie de dire merci à Lukaku pour les Belges. Je pense que les Belges peuvent le remercier parce que c'est un grand attaquant. Il est dos au défenseur, dos au but, déséquilibré. Un ballon comme ça qui vient taper en une touche, il vient battre Moridio. Il met le 2-1 et c'est peut-être le but qui relance son équipe. Et il le dit, c'est dans la tête les gars. Il vient quand même rebooster son équipe, il vient rebooster la Belgique. Je pense que sans ce but de Lukaku, les Belges perdent. Ils perdent 2-0, malgré le fait que les Sénégalais ont beaucoup défendu. Et ils ont pourtant mal défendu après le deuxième but. Mais Lukaku joue quand même son rôle, honnêtement. Et après, dans l'euphorie, dans cet élan de motivation, on y croit. Et les Belges, ils ont bien fait d'y croire. Moridio qui sort un peu mal. Deux joueurs belges ici. Et ils se prennent le but. Ils se prennent le but. Moreira qui a quand même très bien joué, qui a fait un beau match aussi. Ils se prennent le but 2-2. Et les Belges qui peuvent dire merci aussi ici au penalty sur Yuri Tillmans. Il va le transformer en capitaine. Beaucoup d'aura sur son but. Il le met bien. Parfait. Moridio battu. Mais honnêtement, franchement, est-ce que, comme l'Angleterre, sans Lukaku, sans Kane, est-ce que les Belges, comme les Anglais, seraient passés? Je pense pas. Je pense que si t'as pas un attaquant si fort devant qui te met un but comme ça, tu viens jamais en remettre un deuxième droit derrière. C'est mon avis. Je pense que les Belges devaient sortir face au Sénégal. Je trouve cette Belgique tellement faible, avec tellement de failles défensives. Regardez juste ces trois images. Tellement de soucis. Je trouve que Rudy Garcia manque un peu d'idées. Il manque un petit peu d'idées. Je trouve que son équipe joue pas si bien que ça. Il sort pas d'une phase de groupe flamboyante. Je m'en, tu joues pas une équipe si faible que la Nouvelle-Zélande, tu passes pas. Parce que tu sors de deux matchs nuls. Un qui est un petit peu volé, j'ai envie de dire, face à l'Égypte, parce que les Égyptiens étaient meilleurs. C'est mon avis, mais honnêtement, je vois, malgré le fait qu'il manque Balogun, je vois les États-Unis passer sur un match ultra serré, ultra compliqué. Peut-être score de 2-1, peut-être au penalty. Mais ouais, je vois les États-Unis passer face à cette Belgique que je trouve assez faible. Et là, par contre, on a un choc, un immense choc entre deux grosses équipes, deux des plus grosses équipes de ce mondial. On a en même temps le choc générationnel entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. Ronaldo, 41 ans, dernière Coupe du Monde, il l'a jamais prise. Je pense c'est la cerise sur le gâteau qui lui manque dans sa carrière. De l'autre côté, Lamine Yamal, le prédestiné, le peut-être meilleur joueur au monde aujourd'hui. Ça dépend de l'avis de chacun et chacune. 18 ans Yamal, il me semble. 19 peut-être. Ou il arrive sur ses 19 ans. Ou sur ses 20 ans, je ne sais plus. Mais on a ce choc générationnel. Est-ce que Ronaldo veut et va réussir à aller chercher sa première Coupe du Monde? Ou de même pour Lamine Yamal? Ça va être un match énorme. J'ai quand même un penchant pour une des deux équipes. Donc je vais commencer quand même par parler du coup de l'Espagne. Voici les statistiques face à l'Autriche. 64% de possession, c'est énorme. Quasiment 3 buts attendus. 23 tirs contre 5 au total. 10 tirs cadrés à 0. 4 grosses occasions contre 1. 9 corners à 0. 2 enjeux à 5. Et plus de 2 fois plus de passes que les Autrichiens. 570 passes. Ils l'ont joué à l'espagnol. C'est pas étonnant dans l'Espagne. Honnêtement, ça a toujours été comme ça. Et je trouve que c'est une équipe qui joue beaucoup au ballon. J'ai envie de dire c'est très espagnol. Et c'est une équipe qui fait participer tout le monde, autant défensivement qu'offensivement. On voit là cette belle passe de Cucurella qui est très haut. En une touche, Oyarzabal pardon, va la mettre au fond. Là, pareil, Baena qui voit Pedro Porro, qui est pourtant dans une position assez inhabituelle. Lui qui est latéral droite, il devrait être par là.
il sent venir le coup. 2 joueurs attirés ici. On voit le défenseur ici qui fait signe. Attention là. Oyarzabal qui est bien pris ici. Yamal qui est seul. Le joueur qui est en retard ici, l'Autrichien. Porro qui sent bien le coup. Il va la mettre au fond. Et c'est là que je reviens sur ce que je dis. L'apport offensif, surtout des latéraux. Cucurella qui est un grand bosseur, on peut ne pas l'aimer. Il bosse tellement, autant offensivement que défensivement. Sur tous les coups offensifs, il est là. Il est tout le temps là. Et derrière, il défend, il bosse comme un fou. Pedro Porro, pareil. Il va même marquer. Cucurella qui avait aussi marqué, but annulé. Et là, regardez. Regardez. Après, voilà, l'Espagne joue une équipe plus ou moins faible. T'as les 2 défenseurs là qui sont bien. Et regardez là le décalage. Ici. Ils sont 4. 4 ici. Tu laisses un attaquant si fort qu'Oyarzabal tout seul. C'est même pas qu'il la sent. Ça va de soi qu'il y aille. Et Cucurella qui met un ballon extraordinaire. Tu peux pas laisser Oyarzabal comme ça seul. Forcément et logiquement qu'il va la mettre au fond. Et de nouveau, Cucurella. Marc Cucurella qui vient à peine de signer au Real Madrid. Qui met un ballon spectaculaire. Ici. T'as des joueurs devant. On va revenir un petit peu sur les 2 effectifs après. Mais un Yamal qui fait un match extraordinaire. Je pense que honnêtement, les défenseurs, mais même toute l'équipe autrichienne qui devait être épuisée à la fin du match, ils ont du mal à dormir la nuit à cause de tout ce que Yamal a fait. Il marque pas ce match-là, mais franchement, s'il met un doublé, c'est pas volé du tout. Ce n'est vraiment, vraiment pas volé. Donc, cette équipe espagnole que je trouve quand même très forte. Alors, oui, ils ont affronté une équipe plutôt faible. On le voit notamment sur cette action-là. Mais l'Espagne, c'est fort. Honnêtement, l'Espagne, c'est très très fort. Et en confrontation, on a le Portugal, ici, qui commence à perdre 1-0. Peut-être l'erreur de Cancelo, il aurait dû être dessus. Perisic qui va marquer sur 1-0. Après coup, j'ai mis un GOAT sur Cristiano Ronaldo, une chèvre. Le GOAT du pays. L'un des GOAT de ce sport, si ce n'est le GOAT de ce sport. Ça, chacun et chacune se fait son propre avis sur Ronaldo. 41 ans, 16e de finale de Coupe du Monde face à une équipe aussi forte que la Croatie, aussi tenace que la Croatie. Il prend ses responsabilités, il marque, sans pression, en plein milieu. C'est lui Ronaldo qui vient délivrer une fois de plus son pays. Mais moi j'ai quand même envie de dire une chose, c'est que ce Portugal, ils ont quand même déjà un penalty ici. Et honnêtement, je pense que sans cet homme, je mets une étoile sur Diogo Costa qui fait un match extraordinaire. 4-5 arrêts plus que décisifs qui vraiment qui font que le Portugal passe. Parce qu'honnêtement, les Croates, je les ai peut-être trouvés limite un peu au-dessus que les Portugais. Et ils ont plus tenté. Ils ont eu de meilleures occasions plus concrètes que les Portugais. Et Diogo Costa, vraiment, mais au moins 4 arrêts qui sont grandioses, moi je trouve, qui nous fait. Là, on a Gonzalo Ramos sur ce centre de Leao, il me semble. Le super sub parfait. Nos amis parisiens le connaissent bien. Bientôt, nos amis milanais vont le connaître. Il va mettre ce but de tête. Gonzalo Ramos à la 93e minute. Il vient délivrer les siens. Et honnêtement, l'attaque que les Portugais ont, t'as Leao, Ronaldo, Ramos, Conceição, Félix, Neto, Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha qui ont quand même un gros apport offensif, je trouve. T'as Bernardo, Neves, Guedes, Trincao. Devant le Portugal, t'as un panel offensif qui est immense. Immense et bourré de talent. Bourré d'un niveau gigantesque. C'est XXL. Honnêtement, c'est XXL. Après là, ce but annulé. À la 102e minute. 90 plus 12, 80 plus 12. 90e, pardon. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas quoi en penser de ce but annulé. Doit-il vraiment être annulé? Est-ce que si les règles étaient bien définies, on comprenait vraiment bien les raisons, est-ce que le Portugal serait passé? Méritait de passer? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a quand même de belles choses à retenir chez ces Portugais. Là, en regardant leur composition,
quasi parfaite, voire parfaite même. Costa, Nuno, Veiga, Diaz, Cancelo, Vitinha, Neves, Neto, Fernandez, Leao, Ronaldo. Je vais dire peut-être que le petit X c'est Leao, que j'aime un peu moins personnellement, mais il fait un match incroyable face à la Croatie. Et on vient mettre en confrontation aussi une composition quasi parfaite. Unai Simon, Cucurella, Laporte, Kubarsi, Porro, Pedri, Rodri, euh, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal. Là aussi, tu joues en 4-2-3-1. Regardez-moi ces deux compositions magnifiques. Honnêtement, magnifiques. Et on va avoir un immense match. Honnêtement, on va avoir un immense match. Il me semble que l'Espagne ne s'est peut-être pas pris de but encore sur cette Coupe du Monde. Je ne suis pas certain. Unai Simon qui se prend pas de but depuis 519 minutes. C'est énorme. On a quand même aussi un immense Diogo Costa. On a deux belles charnières défensives, deux équipes qui défendent très bien, deux milieux de terrain, Vitinha Neves contre Pedri Rodri, Olmo Bruno. Waouh. En tout cas, le match qui s'annonce sera énorme. Qui je vois passer? Honnêtement, je vois quand même l'Espagne meilleure. Un match où il risque peut-être d'avoir beaucoup de buts, peut-être un 1-1, 2-2, et puis l'Espagne passe aux prolongations ou au penalty. Après, peut-être je vois pas les Espagnols se prendre de buts, honnêtement. Mais ça va être un gros match. Honnêtement, ça va être un gros match au bout duquel je vois l'Espagne passer. Je les trouve tellement forts, les Espagnols. Les Portugais aussi, mais avec un peu plus de lacunes. Beaucoup sauvés par leur gardien Costa. Donc honnêtement, je vois l'Espagne passer à la fin de ce match. C'est mon avis. Je serais déçu pour Cristiano forcément. Mais s'il l'a pris, j'aurais bien voulu que lui aussi, pour le football, pour l'histoire. Peut-être que je me trompe et qu'il ira au bout de cette Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo. Mais dans l'état des lieux, en vue de ce que j'ai vu en 16e et en phase de poule, je vois l'Espagne passer, honnêtement. Je vois l'Espagne passer, ouais. Et là aussi, cette fois-ci, on a un match de nouveau très 50-50. On a vraiment des. Le fait d'avoir des matchs autant équilibrés fait que. On a des beaux matchs qui vont s'annoncer. On va avoir beaucoup de plaisir à regarder ces matchs. Et je vais peut-être un peu plus parler de nos amis les Suisses, notamment de ce joueur-là, Monzombi. Extraordinaire. Extraordinaire. L'action qu'il fait là sur le 1-0. Il part, il part, il part, il part. Il élimine son vis-à-vis. Et là, je lui mets une étoile, Monzambi. Un vu. C'est exceptionnel. Le travail qu'il a fait. Il est parti de cette zone-là. Regardez où il est arrivé. Il la met ici à Mbolo. J'ai aussi mis un vu parce qu'Mbolo, le travail qu'il fait est toujours dos au défenseur. Il maintient sa position en une touche. Il la met au fond. Mais Monzambi, c'est extraordinaire. Honnêtement, sûrement le meilleur jeune talent de ce tournoi pour l'instant. Il n'a rien à envier à personne sur cette Coupe du Monde pour l'instant. Je pense que Monzombi fait, c'est extraordinaire. Il peut facilement jouer en quasi titulaire dans quasiment tous les plus grands clubs du monde. Pour moi. Il y a le Paris Saint-Germain qui est dessus depuis quasiment une année. Un petit peu moins. Depuis plusieurs mois. Et franchement, ce sera peut-être un sujet de vidéo, voir si il doit choisir le Paris Saint-Germain ou pas, s'il doit choisir le Bayern Munich ou un plus petit club. Mais en tout cas, Monzambi, il a un niveau qui est stratosphérique sur cette Coupe du Monde et il a fait une saison magnifique avec Freiburg. Donc, quel plaisir de le voir jouer. Il se procure, en fait, à chaque fois qu'il avait le ballon, j'ai regardé ce match, je me suis levé. Chaque fois qu'il avait le ballon, il était dangereux. Regardez les trois défenseurs ici, les trois joueurs qui le fixent, et lui qui voit Endoy faire l'appel, lui, il est attiré là-bas. Et Monzambi qui le voit, il lui donne un ballon magnifique à Endoy ici. Suite à une belle action, une belle chevauchée aussi vers l'avant. Il avait eu un compte favorable, donc un petit peu de chance. Et la Suisse, c'est très proche du but ici. Je ne sais plus si c'est Zakaria ou Mbolo qui rate, mais s'il marque le 2-0, franchement, ce n'est de nouveau pas volé ici. Donc Monzambi, extraordinaire. Attention à lui. Et c'est une Suisse qui est très joueuse. Honnêtement, qui est très très joueuse, qui presse très haut. On le voit ici avec Zakaria qui presse haut et récupère ce ballon. Remise à Endoy. Endoy
joueur qui a une grande finition en une touche, il va mettre ce ballon au fond. Et honnêtement, c'est une Suisse qui joue très bien au foot, qui a franchement des qualités offensives énormes. T'as Embolo, Vargas, Monzambi, Endoy. C'est très fort. Honnêtement, c'est très très fort les quatre devant. Euh, T'as au milieu, t'as Freuler, Zakaria, Chaka. Derrière, t'as une charnière Elvedi Akanji, t'as Kobel dans les buts. Puis même, t'as un Rodriguez qui est un peu comme le vin. Plus il devient vieux, plus il est fort, mieux c'est. Donc honnêtement, je trouve que cette Suisse, elle est flamboyante. Il y a plein de bonnes idées. Ils essayent beaucoup, ils attaquent beaucoup. Et puis quand ils doivent défendre, ils défendent d'une justesse franchement quasi irréprochable. Après, il y a une belle défense. Mais c'est vrai que déjà, passer cette défense Helvetia Akanji, c'est compliqué. Mais une fois passé, il faut marquer à Kobel. Donc, on a franchement une belle Suisse. Très très belle Suisse qui me fait énormément de plaisir. Enfin, elle me procure beaucoup de plaisir sur ce mondial, sur cette compétition. Et honnêtement, je peux les voir poser beaucoup de problèmes à cette équipe colombienne. Là aussi, belle occasion avec Freuler. Là, en talonnade, ballon pour Okafor. Il va rater son action. Je mets une petite étoile là. Cette belle action, tout effectué en une touche. N'hésitez pas à aller la regarder. Et de l'autre côté, on a la Colombie sur ce centre de Suarez qui vient mettre le 1-0. Ça se termine que 1-0. Une Colombie aussi joueuse. Honnêtement, qui essaye beaucoup, qui attaque beaucoup. Je trouve qu'il centre énormément. La preuve, il marque sur un centre. Honnêtement, le gardien Ziggy, le gardien ghanéen, sort un match stratosphérique qui fait que le Ghana ne se prenne pas plus de buts. Mais honnêtement, la Colombie peut gagner 2-3-0 ce match. Que penser de ce match? Que penser de ces deux équipes? Deux équipes très fortes, très solides, très joueuses. Un match 50-50 honnêtement. Une Colombie qui sort d'une finale de Copa. Une Suisse qui monte en force. Plus le temps passe, plus elle monte en force. Avec un Monzambi qui est l'un des joueurs de ce tournoi pour l'instant. Qui je vois passer honnêtement? Et bah je vois la Suisse. Je vois la Suisse passer sur un score tellement serré. 1-0 peut-être. En prolongation, penalty, je ne sais pas. Mais je vois la Suisse passer honnêtement face à la Colombie. Ce sera un match tellement intéressant. J'ai pas plus d'arguments que ça pour dire que la Suisse mérite plus que la Colombie. Mais je l'ai trouvé tellement forte cette équipe suisse jusqu'à maintenant. Un petit peu manqué sa phase de poule, mais face à l'Algérie, il y avait plein de belles choses. Plein de belles choses pour les hommes de Yakin. Donc je vois peut-être la Suisse passer, mais la Colombie peut clairement passer aussi. Voici juste la finition. Hop. Et là, on se retrouve sur Argentine-Égypte comme dernier match. Que penser de cette confrontation que je trouve assez déséquilibrée pour le coup? 65-35. Là, l'Argentine peut dire merci à Lionel Messi qui sent bien venir le coup en tant que GOAT de l'Argentine, GOAT de ce sport. On va de nouveau pas rentrer dans ce débat. Il le voit partir. Hop, il décroche, il part. Et ce contrôle, je mets une étoile, mais là on peut en mettre 10, que 95% des joueurs ratent. Parce que oui, il y a ce contrôle qui est pas évident. Dans la course, face au but, le ballon qui lui vient dans le dos en cloche. Et il exécute à une vitesse son geste et son but que franchement, très très peu de joueurs dans le football actuel peuvent mettre ce but. Il y en a très très peu qui vont le mettre. Très très peu qui vont chercher ce but. Et Messi, en tant que grand joueur qu'il est, il va le mettre, bien sûr. Il vient délivrer les siens. Là, le deuxième but argentin pour moi, il doit pas être validé. Parce que pourquoi Martinez est seul ici? Parce que pour moi, il y a faute ici. Et le joueur, il doit être là. Il devrait défendre son vis-à-vis. Taliafico, pour moi, il fait faute. Il est peut-être même hors jeu. Pour moi, il participe un peu à l'action, il gêne et vient faire faute. Pour moi, le deuxième but argentin ne doit pas être validé. Après, voilà, les Argentins se prennent le 2-2 sur potentiellement, en termes de beauté du but,
du moment, du contexte. Sûrement le plus beau but du mondial pour l'instant. Mais là, pour moi, il doit pas y avoir but, honnêtement. Et là, passe parfaite de Messi sur ce centre. Je crois que c'est un autobut du Cap-Vert. Honnêtement, cette équipe d'Argentine, si elle sort contre le Cap-Vert, pour moi, c'est pas volé. Pas du tout. Vraiment très très loin de ça. Mais malheureusement, ils sont passés. Malheureusement pour nos amis les Capverdiens. Mais je trouve que c'est une équipe d'Argentine qui manque pas mal d'idées, qui manque beaucoup de mouvements, qui est très peu créative sans son Lionel Messi. Parce que honnêtement, le premier but, c'est lui qui va le mettre. Ce troisième but, c'est sur son centre. Je sais pas si sur le deuxième, c'est lui qui fait le centre. Je ne sais pas. Mais il s'est procuré un tas de coups francs, trois quatre coups francs avec l'expérience. Il me semble qu'il a tout cadré. Euh, Simplement que Vozinha, pleine forme, surconfiance qu'il a cette saison, sur cette Coupe du Monde plutôt, pardon. Mais honnêtement, je pense que sans Lionel Messi, qui a procuré la quasi-totalité des grosses actions de l'Argentine, les Argentins sortent. Si tu valides pas ce but, l'Argentine peut sortir. Honnêtement, l'état des lieux, il est là. Mais, mais, franchement, sans Messi, je sais pas. Et de l'autre côté, on a l'Égypte, qui marque là sur un joli centre. Belle action, c'est bien cherché, avec une grosse densité défensive australienne, se procure un but sur centre. Là aussi, de nouveau, le coup est bien senti, l'arrêt extraordinaire du gardien australien. Ils peuvent se prendre le 2-1 les Australiens. En fin de compte, l'Égypte passe au penalty. Mais est-ce que cette Égypte a-t-elle les mêmes armes et les mêmes atouts que le Cap-Vert pour sortir l'Argentine de Lionel Messi? Moi, je pense pas. C'est quand même une équipe qui essaye, qui tente, qui centre. Je pense que ils seront moins fermés derrière que le Cap-Vert. Ils vont un tout petit peu plus essayer. Ils vont quand même rester pas mal attentifs. Mais ouais, je vois quand même cette Égypte sortir sur un score de 2-0. Je pense que les Argentins vont avoir pas mal de peine à aller mettre ce but. Mais du moment qu'ils le mettent, qu'ils ouvrent le score, je pense sûrement en deuxième mi-temps. Je pense que la première mi-temps se terminera sur un score de 0-0. Et dès que les Argentins mettront ce but, à mon avis, ils mettront un deuxième but. Et ça se terminera là-dessus. Donc je vois l'Argentine gagner 2-0 honnêtement. Face à l'Égypte qui n'est pas mauvaise, mais il y a un joli groupe. Il y a un bel état d'esprit. Il y a une belle équipe. Il y a quelque chose que je ressens, qui est agréable dans cette équipe. Mais franchement, est-ce que c'est suffisant pour sortir cette Argentine de Lionel Messi? Ce Messi qui est si en forme. Je pense même qu'il va marquer, à mon avis, un voire deux buts. Mais peut-être un penalty pour l'Argentine. Un but qui va se procurer sur un 1-2, un bel échange. Je sais pas, mais bon, en tout cas, l'Argentine passée face à l'Égypte. C'est donc mon dernier pronostic. Maintenant, je pense que on va peut-être partir, comme j'avais pu le faire dans ma précédente vidéo, à des pronostics jusqu'à la finale. Je vais le faire à chaque fois. Donc, je vous propose qu'on passe sur une autre interface. Là, comme j'ai pu le faire du coup la dernière fois, on a donc déjà la France et le Maroc qui vont s'affronter. Portugal et Espagne, j'avais dit Espagne du coup. Les États-Unis qui passent face à la Belgique, la Norvège, l'Angleterre, pardon. Hop. L'Argentine et la Suisse. Ensuite, France-Maroc. De toute façon, on prédira tout en temps voulu pour ces quarts de finale. On refera une vidéo, ne vous inquiétez pas. Je verrai la France, l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse. Ce serait ma petite surprise. Je verrai l'Espagne affronter l'Angleterre en finale. La France finir troisième. Et l'Espagne actuellement championne du monde. Donc dans l'état des lieux, c'est ce que je vois. Forcément, comme pour les 16e de finale, je vais me planter pour des matchs ici. Je me plante pour les quarts qui ne sont même pas définitifs. Ce sera sûrement tout le contraire. Sûrement, je ne sais pas, mais peut-être tout le contraire. Je peux me tromper.
On verra bien. Pour l'instant, dans l'état des lieux, selon moi, selon mon avis, mon point de vue, ma perspective, je vois l'Espagne championne du monde, toujours pour l'instant. Comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo. Maintenant, à voir. On verra bien. De toute façon, faut laisser le football parler. Faut laisser les joueurs s'exprimer. Faut espérer avoir des surprises. Faut espérer vivre que de belles rencontres. C'est pour ça qu'on regarde le foot, qu'on regarde cette Coupe du Monde, qu'on regarde les Coupes du Monde. Donc en espérant qu'on prendra toujours plein de plaisir à les regarder et qu'on aura de belles surprises. Donc mes amis, cette vidéo touche gentiment à sa fin. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir m'envoyer un petit peu de force, ce serait super cool sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube du coup. Donc sur Instagram, lecorner.foot, sur TikTok, lecorner.football. Donc sur Instagram et TikTok, des formats assez courts, des vidéos d'anecdotes foot, des petites histoires, de l'info, de l'actualité. Si vous voulez écouter cette vidéo, vous pouvez aller sur Spotify, Le Corner. Si vous êtes dans les transports le matin, en allant au travail, en cours, dans le bus, le métro, dans la voiture même. Ou bien évidemment, regardez cette vidéo sur YouTube. Regardez mes autres vidéos sur YouTube, le-du-bas corner. Ce serait vraiment chouette si vous laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai toujours plein de projets en cours, plein de projets en tête pour le corner. Je travaille beaucoup là-dessus, c'est mon nouveau projet actuel et il y a plein de choses qui arrivent. Franchement, restez à l'affût, restez branchés. Je prépare vraiment plein de choses. Ce serait super cool, vraiment cool que vous me donniez un petit peu de force. Franchement, ça peut que me soutenir, que me motiver à continuer à bien faire les choses. Donc honnêtement, merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Je vous remercie et à tout bientôt. Ciao ciao les amis.